Saviez-vous que ces chansons avaient connu une seconde vie, et ce grâce aux séries et au cinéma? Je pense à Murder on the Dance Floor, mais aussi à Running Up That Hill de Kate Bush, ou encore à Bloody Mary de Lady Gaga. La plupart de ces chansons étaient déjà des succès à leur sortie initiale, mais ont explosé à nouveau dans les charts mondiaux parfois des décennies plus tard, et ce grâce à leur diffusion dans des séries et des films. Vous allez voir que le pouvoir des plateformes de streaming vidéo et du cinéma est juste fou. On va donc décrypter l'histoire de ces chansons, mais aussi leur succès et leur renaissance auprès d'une nouvelle audience après avoir été diffusées dans un film ou dans une série. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, j'espère que vous portez tous à merveille, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo décryptage. Vous l'avez sans doute remarqué, mais il n'est pas rare depuis plusieurs années de voir certaines chansons que l'on pensait enfouies dans le placard renaître de leur cendre tel un phénix. Des chansons qui ont eu beaucoup de succès à l'époque et que l'on pensait bloquées dans nos iPods et nos Walkman. Et pourtant, bon nombre de chansons pop sont réapparues dans nos playlists, et ce à l'ère du streaming. Je pense à Dreams de Fleetwood Mac, ou encore, à une autre échelle, Promiscuous de Nelly Furtado. Mais dans ces deux cas précis, c'est vraiment grâce à la force de frappe de TikTok que ces deux chansons sont redevenues populaires. Or, aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'intéresse à ce même phénomène de résurgence de certaines chansons, mais qui sont dues à leur diffusion, à leur synchronisation dans certaines séries et dans certains films au cinéma. Effectivement, dans le jargon de l'industrie musicale, c'est ce qu'on appelle la synchronisation, qui désigne l'art d'incorporer une œuvre musicale dans un contenu visuel, qu'il s'agisse de films, de séries télévisées, de publicités ou même de jeux vidéo. Et dans un monde où le streaming domine, la synchronisation peut être une source de revenus assez conséquente, tout en boostant la notoriété des artistes, mais aussi leur catalogue. Ainsi, vous allez voir dans cette vidéo qu'une synchronisation réussie, une synchronisation qui est efficace, peut générer juste des exploits. La chanson qui m'a donné envie de partir sur ce sujet, c'est Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor. Réécoutons ce classique. À vrai dire, l'histoire même de cette chanson, je la trouve passionnante et je vais vous la raconter. À l'époque, Sophie Ellis-Bextor signe un contrat en solo avec le label Polydor chez Universal et ces derniers lui présentent Greg Alexander. Alors il est plus connu en tant que chanteur du groupe New Radicals, mais il a également composé pour d'autres artistes et là je pense à ce groupe incroyable qui est Texas. Et donc le jour où il rencontre Sophie Ellis-Bextor, il se rappelle avoir une cassette sur lui, cassette sur laquelle il chantait ou plutôt baragouinait ce qu'allait devenir Murder on the Dance Floor. Alors comment lui est venue cette chanson? Eh bien il se rappelle d'une soirée où il voulait aller en boîte de nuit. Seulement sa voiture en avait décidé autrement puisqu'elle ne voulait pas démarrer et donc il est resté là assis dans sa voiture avec sa guitare à la main et puis il a commencé à écrire ce qui allait devenir Murder on the Dance Floor. Plutôt satisfait de ce qui lui vint à l'esprit, il décide alors de prendre son radiocassette et de s'enregistrer. Il commence à chanter quelques paroles qui n'avaient pas forcément de sens, mais le refrain lui était déjà là. Cette fameuse cassette est donc rapidement arrivée aux oreilles de Sophie Ellis-Bextor et c'est elle qui a terminé les paroles de la chanson. D'ailleurs, voir comment une chanson a évolué d'un point A à un point B, d'une version démo à une version master, j'en avais fait un sujet sur la chaîne, je vous mets le lien tout en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir. Moi ce que j'adore dans ce titre, c'est toute la dimension disco qui est aussi sublimée par une ligne de basse que je trouve assez folle. Vraiment, je trouve que c'est une chanson qui est intemporelle et je suis sûr que si elle sortait aujourd'hui chantée par exemple par Dua Lipa, je pense que tout le monde n'y verrait que du feu. D'ailleurs, je trouve que Sophie Ellis-Bextor a une identité vocale très marquée, très forte, avec cette voix qui est légèrement cassée. Écoutez. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, stay another song, I'll blow you all away. Hey.
Et puis aussi, je trouve que c'est l'un des clips les plus cultes des années 2000. D'autres clips de 2001 qui m'ont également beaucoup marqué, je pense à Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue, mais aussi à All For You de Janet Jackson. D'ailleurs, le clip de Murder on the Dance Floor a été réalisé par Sophie Muller, et si son nom ne vous dit peut-être rien, sachez qu'elle a réalisé des clips qui ont marqué la pop culture. Je pense à Hips Don't Lie de Shakira, Déjà Vu de Beyoncé, ou encore à Want It Up de Gwen Stefani. D'ailleurs, j'adore le fait qu'ils aient gardé les bruits des talons dans la vidéo. Je trouve que ça renforce la dimension de compétition qui peut exister dans le clip. Sophie Elix Bextor y apparaissait comme surnoise et un peu diabolique, et je trouve que son make-up était dingue. C'est vraiment un titre qui a traversé les époques et nos soirées, et je pense que beaucoup ont pu joindre des souvenirs à cette chanson. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une chanson qui nous invite à lâcher prise, à se libérer de tout jugement, de toute critique, et juste à profiter de la vie. Fun fact, Sophie Elix Bextor avait raconté que le seul problème avec cette chanson, c'est que si un jour elle venait à être assassinée dans une boîte de nuit, sa mort deviendrait instantanément une blague. Alors, on ne lui souhaite pas, évidemment, mais j'apprécie son autodérision. Murder on the Dance Floor est à ce jour son plus gros succès international, c'était la chanson la plus jouée en 2002 dans toute l'Europe. A noter qu'à sa sortie en 2001, la chanson avait atteint la 2e place au Royaume-Uni, la 5e place en France et la 3e place en Australie, restant dans le top 50 pendant 20 semaines. Alors les seuls qui sont passés entre guillemets à côté de la chanson, ce sont les États-Unis. Pourtant la chanson était beaucoup jouée en club, mais elle n'avait pas réussi à intégrer le classement officiel des ventes, le Billboard Hot 100, mais vous allez voir que Sophie Elix Bextor n'avait pas encore dit son dernier mot. Puisqu'en effet, près de 23 ans plus tard, Sophie Elix Bextor a été contactée par Emerald Fennell, une actrice que l'on a pu retrouver dans Barbie en 2023, mais également une réalisatrice à qui on doit Promising Young Woman ou encore Killing Eve. En 2022, la réalisatrice contacte Sophie Elix Bextor au sujet d'un film intitulé Soul Burn, apparaître en 2023, toutefois avec très peu de synopsis et très peu d'informations. Mais voilà, Sophie Elix Bextor savait tout de même que c'était Emerald Fennell qui réalisait, une personne qu'elle adore, et surtout elle savait comment la chanson allait être utilisée dans le film. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler le film, mais sachez que c'est la scène finale, et c'est clairement la scène la plus marquante, c'est celle qui a le plus d'impact, en tout cas visuellement, tout au long du film. Personnellement, le film m'a plu, ça n'a pas non plus été un coup de cœur, néanmoins l'imagerie et la photographie est folle, et le personnage principal est bourré de relief, si bien qu'on s'y attache d'une certaine manière, bien qu'il joue avec nos émotions au fur et à mesure du film. Les 15 dernières minutes sont les plus intenses, avec un reveal qui personnellement m'a beaucoup surpris. Et encore une fois, cette scène finale où l'acteur danse nu, c'est vraiment une scène qui prend tout son sens avec les paroles de la chanson et j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est donc grâce à cette synchronisation que le titre de Sophie Elix Bextor a commencé à renaître de ses cendres. L'artiste raconte avoir été très surprise du nombre de messages qu'elle a pu recevoir de personnes qui n'étaient pas nées à l'époque où la chanson est sortie. Et donc ce que j'ai trouvé hilarant, marrant quoi, on va se calmer, c'est que Sophie Elix Bextor s'est rendue à l'avant-première du film et que certains journalistes lui ont dit « Mais comment t'es venue l'idée d'écrire cette chanson spécifiquement pour ce film ?» Ce à quoi elle a répondu qu'il s'agissait en réalité d'une de ses vieilles chansons. Ce qui prouve aussi que le titre n'a pris aucune ride, qu'il est intemporel, et je suis ravi de voir qu'il puisse séduire une nouvelle audience et une nouvelle génération de fans. Ainsi, près de 23 ans après sa sortie, Murder on the Dance Floor devient viral dans le monde, et donc à l'heure où je tourne cette vidéo, sachez que la chanson est 16e du top 50 Spotify monde, c'est juste énorme, elle est devant Paint the Town Red de Doja Cat, elle est même devant Houdini de Dua Lipa. Et le phénomène arrive peu à peu en France, puisqu'à l'heure où je vous parle, Murder on the Dance Floor est 49e du top 50 sur Spotify en France. Côté US, la chanson est également entrée pour la toute première fois de sa vie dans le Billboard Hot 100 à la 98e place. C'est aussi la première chanson de l'artiste à figurer dans les charts US, et je trouve ça incroyable. Et donc ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, elle est 58e du classement américain. C'est fou. Mais c'est bel et bien au Royaume-Uni que la résurgence a été la plus puissante, puisqu'au moment où je vous parle, la chanson est 2e du classement officiel des ventes. Elle était 8e la semaine dernière. Actuellement, c'est la 4e chanson sur Shazam qui est la plus recherchée dans le monde entier. Ce qui prouve réellement que les auditeurs sont intrigués par cette scène, mais aussi par la chanson qui est jouée et qu'ils ne la connaissaient pas forcément, ou bien ils se sont souvenus quelque peu de la chanson mais ils n'avaient pas le titre en tête et donc ils ont souhaité la réécouter. Moi je trouve que c'est un tour de force incroyable de réussir à séduire une nouvelle audience avec une chanson qui date de plus de 20 ans, tout en réussissant à restimuler une audience qui a déjà été exposée au titre et qui est quelque peu nostalgique. Cette synchronisation pour moi elle est très réussie parce qu'elle réussit à juxtaposer parfaitement le message sombre qu'il y a derrière le film avec cette chanson, et c'est très satirique et personnellement j'ai trouvé ça dingue. Sophie Elix Bextor a évidemment
conscience de tout l'engouement qu'il y a autour de sa propre chanson, et elle s'est même amusée à recréer la fameuse scène sur son TikTok. Je vous invite à regarder. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va réussir à faire mieux en 2024, près de 23 ans après avoir sorti cette chanson? Si on regarde les charts, c'est très bien parti pour, et les médias commencent à dire que c'est même le nouveau Running Up That Hill. Je me permets cette comparaison avec Kate Bush, puisque c'est vrai que Running Up That Hill a subi quelque peu le même sort après avoir été intégré dans la série Stranger Things. D'ailleurs, on va le décrypter dès maintenant, mais avant ça, si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo, ou juste si vous êtes fan de pop culture et de musique pop, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo, la commenter ou bien la partager autour de vous, ça m'aide de ouf dans mon développement mais aussi au succès de cette vidéo. Merci à tous. Passons donc désormais à Running Up That Hill de Kate Bush. En effet, lorsqu'il s'agit de raviver un tube des années 80 via une série, le titre de Kate Bush vient directement en tête. Une chanson qui a été synchronisée dans la série Stranger Things, et vous allez voir que les retombées ont juste été extraordinaires. Mais avant de se pencher sur ces fameuses répercussions, retraçons ensemble l'histoire de ce tube hors norme. Kate Bush débarque dans le monde de la musique avec un premier album en 1978, alors qu'elle n'est âgée que de 20 ans, et elle se démarque déjà par un style très particulier. Elle décroche tout de même quelques gros succès, je pense notamment à Wuthering Heights et à sa mélodie envoûtante. Ou bien sa chanson Babouchka sortie en 80 que vous connaissez tous. Pourtant, malgré cette ascension, son label était quelque peu inquiet face à son développement, face à son futur en tant que pop star dans l'industrie musicale. Selon son label EMI, c'était des titres qui n'étaient pas assez formatés, qui n'étaient pas assez commerciaux. Ainsi, à l'aube de son 5e album, les attentes étaient grandes et Kate Bush devait changer les choses. Son 4e album, The Dreaming, elle l'a produit toute seule. Alors pour passer au niveau supérieur, on l'incite à travailler avec des hitmakers du moment pour se renouveler et vraiment cimenter son statut de pop star. On lui propose tout de même des grands producteurs, des personnes qui ont même travaillé avec David Bowie, mais pour l'une des premières fois de sa carrière, Kate Bush décide de faire de la résistance au nom de son art. Je m'explique, au lieu de s'allier avec des grands noms de l'industrie, elle préfère construire son propre studio dans la grange de ses parents, la même grange dans laquelle elle avait écrit ses premières chansons d'ado. Et c'est donc dans cette grange qu'elle va créer son 5e album, Hounds of Love. Un album qui est juste magistral, brut, culte. Et en fait, je trouve ça fou parce que le fait d'avoir produit elle-même l'album précédent lui a apporté pas mal de critiques et de médisance de la part de son label. Alors on aurait pu penser qu'elle allait justement accepter de travailler avec d'autres producteurs, mais au contraire, elle s'est faite confiance et a décidé de le produire une nouvelle fois toute seule, avec l'aide de quelques ingénieurs depuis sa grange. Elle se rappelle d'une soirée où elle a commencé à composer le squelette de ce qu'allait devenir Running Up That Hill. Alors son processus de création fut néanmoins quelque peu différent, puisqu'au lieu de s'atteler au piano pour débuter quelques accords, elle se tourne vers une lead drum pour y dénicher un rythme. Et je parle très exactement de celui-ci. Écoutez. Ce beat, vous le savez, il est encore présent sur la version finale, et c'est vraiment ce qui a initié la genèse de la chanson. Alors je suis d'accord avec le fait que cette chanson a tellement été matraquée récemment qu'on en est arrivé à saturation, mais si on sort 2 secondes du cadre, vous allez voir que la production est juste folle. Vous avez ce bruit de vent qui donne une atmosphère toute particulière à la chanson. Viennent ensuite les nappes de synthé. A noter que Kate Bush a utilisé un synthétiseur numérique pour cette chanson qui s'appelle le Fairlight CMI. Ça a été d'ailleurs l'une des premières à l'utiliser et à le démocratiser dans la musique. Ce même appareil est à l'origine d'innombrables tubes des années 80, mais aussi des années 90, avec un sample nommé Orchestra Hit. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, sans le savoir, vous l'avez écouté à de multiples reprises, notamment sur les plus grands tubes de Britney Spears et des Backstreet Boys, puisqu'à l'époque, Max Martin en raffolait. Je vous passe quelques exemples, vous allez comprendre. Early morning. It's gonna be me. Vous avez capté un peu cet effet sonore synthétisé qui superpose le son de nombreux instruments orchestraux pour créer une note qui est saccadée et quelque peu dramatique. Clairement la marque de fabrique de Britney à l'époque. Bref, revenons-en à Running Up That Hill. Moi ce qui me plaît beaucoup dans cette chanson, c'est toute la progression qu'il y a tout au long. Sa voix qui monte et qui descend en une fraction de seconde, je trouve ça fou.
Et puis même sa manière de chanter un peu hors de rythme, un peu off-beat, lorsqu'arrivent les couplets, je trouve ça incroyable, et clairement je pense que c'est l'une des chansons les plus compliquées à chanter, on s'en rend pas compte. Le deuxième couplet avec les petites harmonies, j'adore. La force de ce titre, c'est je pense cette atmosphère un peu mystique qui s'en dégage. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette atmosphère-là que Kate Bush a réussi à se projeter sur le thème de la chanson. Elle visualise alors l'image de deux personnes qui sont amoureuses et qui ne se comprennent pas. Running Up That Hill part donc de conclure un accord avec Dieu dans le but d'échanger son corps, d'échanger sa propre personne avec celle que l'on aime, dans le but de la comprendre et de faire preuve d'empathie. Au détour d'une interview, voici ce qu'avait dit Kate Bush. Il s'agit d'une relation entre un homme et une femme, ils s'aiment énormément, et la puissance de la relation est quelque chose qui pose problème puisque cela crée des insécurités. Ainsi, si l'homme pouvait être la femme et la femme être l'homme, s'ils pouvaient conclure un accord avec Dieu pour échanger leur place, ils comprendraient alors ce que c'est d'être l'autre personne et peut-être que cela dissiperait les malentendus et les incompréhensions. Bon, moi dans un premier temps, je vous conseille juste de communiquer avec l'élu de votre cœur, c'est la base. Non, plus sérieusement, le concept de la difficulté à vraiment comprendre les sentiments et les expériences d'une autre personne est super intéressant et je trouve que l'image est très belle. Cette idée de changer de corps, d'échanger sa place avec une autre personne pour essayer de la comprendre, ça me rappelle une chanson de Prince qui s'appelle If I Was a Girlfriend qui est sortie en 87. Mais aussi If I Were a Boy de Beyoncé qui est sorti en 2011, 2010, 2009, 2008. Ou même encore plus récemment One of Your Girls de Troye Sivan à une autre échelle de compréhension. L'idée de Running Up That Hill, de courir vers la colline, représente vraiment le challenge et l'effort nécessaire pour surmonter les épreuves émotionnelles et comprendre véritablement la personne qu'on a en face de nous. Ce qui interpelle aussi, c'est que le nom de la chanson, c'est donc Running Up That Hill, mais vous avez aussi entre parenthèses Deal with God. Ce qui n'est pas anodin, ce qui n'est pas un hasard finalement, puisque de base, la chanson devait s'appeler tout simplement Deal with God, qui je trouve est beaucoup plus équivoque. Seulement, c'est le label de Kate Bush qui l'a incité à le modifier, par peur de créer une sorte de réticence chez les radios, de par la connotation religieuse de la chanson. Kate Bush avait raconté dans une interview que selon son label, si elle ne changeait pas le titre de la chanson, une dizaine de pays n'allaient pas la jouer, dont l'Espagne, les États-Unis et l'Italie. Elle dit aussi avoir trouvé ça ridicule, mais a accepté de le modifier car après avoir passé 2 ans à faire l'album, elle ne voulait pas que sa chanson soit blacklistée juste à cause du titre de celle-ci. Finalement, cette chanson a en quelque sorte sauvé sa carrière. Personnellement, j'adore ce clip. Ce n'est que de la danse, comme vous pouvez le voir, ce qui visiblement n'était pas du goût de MTV. Puisqu'au lieu de diffuser le clip tel quel, MTV avait décidé d'utiliser des images d'une de ses performances de la chanson parce qu'ils n'étaient pas habitués à diffuser des vidéos où il n'y avait pas de synchronisation labiale. Ça se dit synchronisation labiale ? Bref, vous avez compris. Maintenant, revenons en 2022, le 27 mai très exactement. La nouvelle saison de Stranger Things débarque sur Netflix, et évidemment, celle-ci est on ne peut plus attendue par les fans, c'est un énorme succès à travers le monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de séries à regarder, parce que je suis à court d'idées. Alors attendez, dernièrement, j'ai adoré Masked Girl, The White Lotus, Le Jeu de la Dame, Painkiller, Swarm et The Last of Us, évidemment. Bref, avec ça peut-être que vous cernerez un peu ma vibe, je vous invite à me laisser vos suggestions dans les commentaires. Pour en revenir à Stranger Things, la série a pulvérisé tous les records en devenant la 2e série la plus regardée de l'histoire de Netflix, juste derrière Squid Game, en dépassant le 1 milliard d'heures de visionnage. Imaginez les répercussions sur la chanson qui a été intégrée à cette scène mythique. Running Up That Hill a immédiatement généré un regain d'intérêt et a juste explosé sur les plateformes de streaming et ce dans le monde entier. La chanson a atteint la 3e place du classement officiel des ventes aux États-Unis alors qu'elle n'avait atteint entre guillemets que la 30e place lorsqu'elle était sortie en 85. En Australie, pareil, énorme succès, la chanson est restée numéro 1 pendant 9 semaines, le plus long numéro 1 de 2022 et ce 37 ans après sa sortie. Le titre a également décroché la 1re place au Royaume-Uni contre la 3e place au moment de sa sortie en 85. Aujourd'hui, Running Up That Hill, c'est plus de 1 milliard de streams sur Spotify, et un tel succès s'est fait ressentir niveau royalties, puisque CBS rapporte que depuis la diffusion de la chanson dans Stranger Things, Kate Bush aurait gagné 2,3 millions de dollars en redevances de streaming. Une somme apparemment qui a été acquise en moins d'1
d'un mois entre le 27 mai, date de diffusion de l'épisode, et le 23 juin. Et comme je vous dis souvent sur la chaîne, parfois tout est question de timing et de sens et de cohérence, et cette scène de la série a été on ne peut plus adaptée, les planètes étaient alignées, et la magie a opéré comme ça. A noter également que Kate Bush est très sélective lorsqu'il s'agit d'accorder la licence, d'accorder le fait qu'on puisse utiliser sa musique dans une production tierce, et il s'avère que Kate Bush est une fan de la série, et a donc accepté que Running Up That Hill soit diffusé, et les répercussions dans les charts sont vraiment incroyables, top 10 dans plus de 30 territoires, et même plus globalement, tout son catalogue a connu un énorme boost sur les plateformes de streaming. À 63 ans et 11 mois, Kate Bush est devenue la plus vieille artiste féminine à figurer en tête du classement des singles britanniques. Elle a donc remplacé Cher, qui avait 52 ans lorsque Believe a atteint la première place en 1998. C'est totalement mérité, Kate Bush est une artiste incroyable, je pense d'ailleurs que son impact sur la musique pop devrait être davantage revendiqué, et c'est fou quand on y pense puisque tout a débuté dans une grange. Allez, je vous propose d'enchaîner avec un cas un peu particulier, celui de Bloody Mary de Lady Gaga. Chanson qui est sortie, tenez-vous bien, il y a 13 ans, ce qui, je vous l'accorde, ne nous rajeunit absolument pas. Bloody Mary est présente sur son magnum opus Born This Way, l'album de toute une génération, qui est l'un de ses meilleurs, voire son meilleur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est selon vous le meilleur album de Lady Gaga. The Fame Monster, je me suis construit avec, mais je dois avouer que Born This Way, la meuf avait la rage, quoi. Et ça se ressent dans cet album, les productions des titres sont absolument dingues. Rien que les premières secondes de l'album avec l'intro de Marry the Night. Je pourrais en parler des heures. Et ça tombe bien puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur Bloody Mary, qui est le 8e titre de l'album. Une chanson qui est écrite via la perspective de Marie-Madeleine, qui était l'un des disciples de Jésus. Et donc pour la petite histoire, c'est une femme qui va le suivre jusqu'à ses derniers jours. Elle est également considérée comme le premier témoin de la résurrection du Christ. Alors cela semble être un personnage qui l'a beaucoup inspiré, puisque dans le clip de Judas, issu du même album, Gaga incarne Marie-Madeleine, qui malheureusement finit lapidée et en larmes dans ce clip. Et ces larmes ne sont pas anodines, puisque selon Lady Gaga, je la cite, Marie-Madeleine était à la fois pleinement divine et pleinement humaine. Elle doit être forte lorsque Jésus accomplit la prophétie de mourir pour les péchés de chacun. Mais elle a encore un moment d'humanité où elle est bouleversée de le laisser partir. Elle a dû être une superstar, mais elle a dû pleurer aussi. Gaga quoi. Dans une publication sur Facebook, Lady Gaga avait également expliqué que Bloody Mary parle de vivre à mi-chemin entre la réalité et l'imaginaire. Ce serait aussi une référence à sa propre voiture qu'elle appellerait Bloody Mary. Faut pas chercher. Et je trouve qu'on pourrait également faire un parallèle avec la pochette de l'album de Born This Way, qui représente bien cette idée de femme mi-réelle, mi-imaginaire. Elle a quand même mis sa tête sur une moto, quoi. L'une des premières fois où l'on entend un extrait de Bloody Mary, c'est le 12 avril 2011, donc bien avant la sortie de l'album, dans un épisode de Gaga Vision. Alors je sais pas si vous les regardiez, mais personnellement j'allais beaucoup sur un site qui à l'époque s'appelait, c'était un Skyblog, qui s'appelait, je viens de parler comme un boomer, le Skyblog de Gaga Vision, qui après s'est transformé en gagavision.net, je sais pas s'il existe encore ce site, mais il y avait pas mal d'informations à propos de l'artiste. Bloody Mary, moi j'adore toute l'atmosphère qu'il y a autour de cette chanson, je sais pas comment on pourrait la décrire, fantasmagorique peut-être, je ne sais pas, mais elle est incroyable. L'espèce de chorale qu'on entend en arrière-plan, je trouve ça tellement planant. Et puis évidemment ces synthés, vous en connaissez sûrement ma passion. Il y a aussi certains stems vocaux qui sont assez surprenants, voire terrifiants. Je vous laisse écouter. Les grosses basses aussi qui rendent vraiment la chanson dramatique. Et puis évidemment sa voix sur la outro qui est pour moi le highlight de la chanson où elle s'exclame, je trouve ça incroyable.
C'est aussi l'une des chansons où Gaga chante un petit passage en français. Elle nous avait déjà habitués à cela sur Bad Romance. Écoutez. Tops in Paris gold, je veux pas mourir toute seule. D'ailleurs, j'avais dédié une vidéo complète à toutes ces pop stars qui ont déjà chanté en français, que ce soit Beyoncé, Shakira ou Gaga. Toutes se sont adonnées à l'exercice, je vous mets le lien juste ici. Bref, Bloody Mary n'a jamais été officialisé en tant que single officiel pendant l'ère Born This Way, mais un événement va changer le cours des choses, et ce plus de 10 ans plus tard. Alors comme je vous disais en intro, c'est un cas un peu particulier car non, Bloody Mary n'a pas été intégré à proprement parler dans une série, en l'occurrence celle de Wednesday, mais c'est tout de même grâce à cette série que le titre s'est vu offrir une nouvelle vie fin 2022. Tout cela s'est passé sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok, après qu'un utilisateur ait remixé la scène de danse de Wednesday en intégrant le son de Bloody Mary par-dessus. Une scène qui est devenue culte où le personnage joué par Jenna Ortega se met à danser. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la série, Mercredi danse en fait sur la reprise de Goo Goo Muck qui est sortie en 81 par The Cramps. Mais il est vrai que Bloody Mary s'accorde parfaitement avec cette scène, que ce soit par l'atmosphère de la chanson et de la série, mais aussi au niveau des paroles qui font écho au pas de danse de Mercredi. La vidéo rééditée avec le son de Bloody Mary a relancé la machine et ses streams ont tout simplement explosé, et ce 11 ans après la sortie de Born This Way. D'ailleurs un jour j'aimerais bien que ce soit Heavy Metal Lover qui prenne la relève, une chanson qui est également issue du même album. À voir ce que l'avenir lui réserve, mais en tout cas pour moi c'est le tube de l'album. Grâce à cet engouement autour de Bloody Mary, la chanson a finalement été exploitée en tant que single officiel de l'album Born This Way plus de 10 ans plus tard, notamment en France. La chanson a dépassé les 400 millions de streams sur Spotify, c'est la 12e chanson de Lady Gaga à franchir ce cap, et c'est aussi la 2e chanson de l'album Born This Way qui est la plus streamée. Et enfin, une autre chanson qui a connu un gros succès en 2006 et qui revient petit à petit dans les charts mondiaux aujourd'hui en 2024, c'est Unwritten de Natasha Bedingfield. Je suis trop content de pouvoir parler d'elle sur la chaîne puisqu'elle a clairement accompagné une partie de mon adolescence. D'ailleurs, je me souviens d'un truc, petite anecdote, mais en 2005, je me rappelle avoir demandé à mes parents la PSP. Alors, je sais pas s'il y a des fans de jeux vidéo sur la chaîne, dites-le nous en commentaire. Pour moi, c'était une machine qui était beaucoup trop sous-cotée, j'ai passé des heures dessus à jouer à Tekken, à GTA. Et en fait, lorsque vous achetiez la console, de base, vous aviez quelques clips qui étaient disponibles dans le système de la machine, dont un clip de Natasha Bedingfield qui s'appelle These Words, et je me rappelle le regarder en boucle, je vous passe un extrait. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas de ma vie, mais bel et bien de celle de Unwritten, un titre qui est sorti en 2006, qui est un de ses plus gros tubes, et qui revient en force en 2024. En effet, la chanson a atteint un nouveau pic de stream ces dernières semaines, jusqu'à décrocher la place 153 des titres les plus écoutés sur Spotify, avec plus de 1,1 million de streams sur la journée du 15 janvier. Et cette résurgence qui commence à s'initier en partie due au film Anybody But You, qui est sorti en 2023. Une comédie romantique dans laquelle le classique Unwritten joue un rôle central dans le récit du personnage de Power, et sans trop vous spoiler, la chanson est jouée et chantée par plusieurs personnages tout au long du film, ce qui en fait vraiment la caractéristique musicale déterminante de ce film. Depuis que le film est sorti en salle, TikTok a amplifié le succès puisque les utilisateurs s'approprient la chanson à travers des milliers de vidéos. Natasha Bedingfield n'a pas tardé à réagir puisqu'elle a elle-même publié des TikTok pour fêter la résurgence de sa chanson, en disant ceci, je la cite, « Une comédie romantique fait sortir des filles au cinéma en chantant ma chanson, et maintenant c'est à la mode ». À vrai dire, ce n'est pas la première fois que la chanson est synchronisée dans un film ou une série, c'était d'ailleurs la chanson du générique de la télé-réalité The Hills sur MTV. Et au fil des années, j'ai l'impression que Unwritten est devenu un hymne de cette jeunesse qui transitionne vers l'âge adulte. D'ailleurs, l'artiste avait 20 ans lorsqu'elle écrit la chanson, et en fait, elle l'avait écrit pour son petit frère qui lui fêtait ses 14 ans. Je la cite. « J'étais sur la route alors j'ai écrit une chanson pour lui en pensant à ce que quelqu'un de son âge aurait besoin d'entendre. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé avoir entendu à ce moment-là de ma vie. » La chanson a été un énorme carton à travers le monde, surtout aux États-Unis. C'était la chanson la plus jouée sur les radios en 2006. À l'époque, Unwritten avait atteint la 5e place des ventes aux États-Unis. C'était son tout premier top 5 de toute sa carrière. Ceci dit, elle aura le droit à un nouveau top 5 quelques années plus tard avec un titre que j'adore qui s'appelle Pocket Full of Sunshine. Je vous passe un extrait.
fact, je me rappelle, on avait même eu le droit à une version Simlish. Écoutez. Pareil, j'ai passé des journées entières à jouer aux Sims 2, c'était tellement addictif. Une chanson qui, elle aussi, a été utilisée dans plusieurs films et j'espère qu'elle aura le droit, elle aussi, à sa petite résurgence d'ici quelques temps. Écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie aujourd'hui. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Pour conclure, on peut dire que le pouvoir du cinéma et des plateformes est juste indéniable, on remarque aussi que ce n'est pas systématique et qu'il faut qu'il y ait un profond lien entre l'atmosphère de la chanson et la série ou le film dans laquelle elle est diffusée. Et si la scène devient instantanément culte, bingo. Pour moi, Murder on the Dance Floor et Running Up That Hill sont clairement les deux meilleurs exemples. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions. Parce que je pense qu'on peut clairement faire une deuxième partie avec Bohemian Rhapsody de Queen, Don't Stop Believin', Head Like a Hole ou même Where Is My Man des Pixies. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. En tout cas, j'ai adoré vous retrouver dans un format décryptage un peu plus long comme on avait l'habitude de faire. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire le parallèle entre musique, cinéma et série. Et je crois que nous y sommes arrivés. Encore une fois, si vous avez passé un bon moment et que vous souhaitez me soutenir, la meilleure des façons, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter et de la partager autour de vous. Et si vous êtes fan de décryptage, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. J'ai décrypté le clip de Ariana Grande, Yes and. Je vous le mets par là sur votre écran et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!